Ok, salut à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est très très spéciale sur ma chaîne. Une vidéo avec un invité qui s'appelle Kael. Donc Kael, je te laisse te présenter. Enchanté, enchanté tout le monde. Owen, c'est un plaisir d'être là. Pour me présenter rapidement, du coup, je suis dans le monde de l'e-commerce depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis le fondateur de l'agence Luma, une agence spécialisée en créative et en CRO. On gère plusieurs millions monthly à travers nos clients. On a une gestion de plusieurs millions, aux alentours de 4 ou 5 maintenant. Et on intervient vraiment en profondeur dans le business. Le but, c'est vraiment d'être là dans la partie opérationnelle et stratégique. On travaille qu'avec des shops qui font minimum 200 000 euros de CA, 200 000 dollars de CA par mois. Et le but, c'est de continuer de construire une super équipe et d'apporter de la performance. C'est vraiment ce qui nous drive et on est très orienté de data. Ouais, bah d'ailleurs, c'était l'un des premiers en featuring un peu sur ma chaîne. C'est aussi parce que je travaille avec toi depuis quelques temps sur deux marques et que ça se passe plutôt bien. Donc, je trouve que ça peut être intéressant que tu puisses apporter ta vision sur ma chaîne, sachant que c'est la première fois que je fais un feed, comme je te l'ai dit. D'habitude, je fais plus des vidéos solo. Et là, je trouve que ça peut être assez intéressant de se partager des visions, des conseils aussi pour l'audience. Donc, je pense que ça va être très intéressant, les amis. Je vous invite à vraiment bien suivre la vidéo jusqu'au bout parce que Kael a beaucoup d'expertise en e-commerce. Et il va vraiment pouvoir vous partager une mine d'or en termes de valeur parce que c'est exactement ce qu'il apporte à mes marques et puis aux marques de ses différents clients. Carrément, let's go. Moi, dès que ça parle d'e-commerce, de toute façon, je suis à fond. Bah, j'ai vu, dès Let's que je t'ai proposé, t'étais chaud direct. Donc, Moi, quand il faut parler d'e-commerce, j'adore ça. Je fais ça H24 et ça me déplaît pas. Let's go, let's go. bah écoute, tant mieux. Du coup, première question que j'ai envie de te poser, ça va être une question qui va vraiment, je pense, intéresser pas mal de personnes. Aujourd'hui, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai pas mal de débutants qui cherchent à se lancer. Et j'aimerais savoir, toi, un petit peu, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Est-ce que tu aurais un plan d'action? Si aujourd'hui, tu devais démarrer de zéro en e-commerce, qu'est-ce que tu recommandes? Comment faire? Le budget? Enfin, un peu ta vision par rapport au e-commerce, mais en tant que débutant. La première chose que je dirais, c'est de s'inscrire dans le temps. Si on veut se lancer dans l'e-commerce, je pense qu'il faut avoir une vision relativement moyen-long terme. Le but, c'est d'apprendre, de profiter des effets cumulés à travers le temps. Et donc, ne pas essayer de faire une victoire à un site qui fonctionne trop rapidement, du style 1 mois, 2 mois. Ne pas se mettre de deadline. On est là pour apprendre au fur et à mesure. Et si ça prend 1 mois pour avoir un shop winner, c'est très bien. Mais si ça doit prendre 6 mois, c'est pas plus mal. Donc, vraiment s'inscrire dans la durée, d'être très orienté data. C'est-à-dire que ne pas lancer les choses au hasard, comprendre pourquoi les autres ont fonctionné. Dans l'e-commerce, on a de la chance que, par exemple, en Europe, les business sont limite open source. Grâce aux impressions, au trafic, aux live ads qu'on peut retrouver sur certains tools, en fait, on peut quasiment lire le business une fois qu'on a compris les fondamentaux. Donc, apprendre à écouter et lire la data, savoir utiliser les bons tools. Et ça serait mes deux premières recommandations. Et la troisième, je dirais être constant, persévérant et surtout bien s'entourer. Avec d'être entouré de personnes de son niveau et de se partager les informations, les échecs et les réussites. Comme ça, vous profitez de plus de data, plus de learning à travers votre entourage. Vous donnez, vous recevez. Et aussi s'entourer d'une personne qui est un cran au-dessus. Et idéalement, si vous le pouvez, si vous avez la trésorerie, pourquoi pas prendre une formation, un coaching, un accompagnement pour aller encore plus vite. Mais s'entourer, ça me paraît être super important. Ça permet en fait d'avoir des inputs en quantité. Et à force d'avoir des inputs, vous allez avoir des outputs qui vont être super intéressants. Ouais, concrètement, je suis 100% d'accord avec toi. Du coup, par rapport au budget qu'un débutant devrait avoir, parce que toi, tu as vraiment une vision marque. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment dans cette vision un peu de dropshipping où ils enchaînent un peu les tests, ils savent pas trop ce qu'ils font et tu sais, ils sont en mode un jour, je vais avoir un produit winner. Du coup, déjà, première question, qu'est-ce que tu penses du produit winner? Est-ce que pour toi, ça existe ou c'est juste du bullshit? Alors pour moi, ça existe. Je suis convaincu que ça existe. Pourquoi? Je m'explique. Est-ce que tous les produits ont du potentiel et sont scalables? Oui. Sauf que il y a la réalité du terrain, c'est que l'e-commerce, ça nécessite quand même parfois beaucoup d'argent pour trouver l'angle winner, le format winner, le concept winner. Finalement, en fait, c'est un peu une formule. Il faut aligner toutes les étoiles. Sauf que ça coûte de l'argent. Et c'est pas réaliste pour un débutant. Pour une personne avancée, ça se discute. Mais c'est pas réaliste pour une personne de lancer 2, 3, 4 000 euros sur un produit pour faire en sorte
qui fonctionne ou pas. Enfin, ça me paraît pas cohérent de dire ça à un débutant. Il y a des produits, c'est une nécessité en fait de faire ce travail en amont parce que c'est pas aussi évident. Le produit est bon, mais il n'est pas extrêmement bon. Alors qu'il y a des produits, ce qu'on va appeler produits winners, en fait, ils ont tellement un bon time to market, et ils sont tellement puissants. Il y a peut-être une offre qu'un concurrent a trouvée sur un autre marché qu'on peut dupliquer, qui vont en fait finalement permettre de faire du marketing facile et efficace. Et c'est là que quand on va le lancer, sans trop d'efforts, on va avoir des ROAS de 3, 3,5, 4. Et il y a des créas simples, type statique et tout, qui vont fonctionner sur ce produit. Et ça, pour moi, c'est ce qu'on appelle un produit winner. Quand on met un minimum d'efforts, quand il y a plein de contenu déjà disponible, qu'on dépense peu d'argent et qu'on voit le potentiel du produit, ça, c'est un produit winner. Il y en a d'autres, il faut un petit peu aller les chercher. Ils sont potentiellement winners, mais en fait, ils coûtent tellement d'argent pour un débutant que je pense qu'on peut appeler l'autre produit winner. Ouais, en gros, moi je trouve aussi que, enfin, je suis d'accord avec toi, et je trouve que le mot produit winner, il a été beaucoup utilisé, des fois dans des mauvaises conditions. Et moi, je suis d'accord, je trouve que, en fait, il y a beaucoup de produits qui peuvent être gagnants et qui peuvent apporter de l'argent, même pratiquement tous, mais il y a quand même des pépites où, même en faisant presque un peu du copier-coller d'un concurrent, tu peux chiffrer. C'est des choses qui sont assez rares, mais ça existe quand même. C'est ça, en fait, ça existe. Tous les produits ne se valent pas. Il y a des produits qu'il faut creuser, creuser, creuser pour faire un petit peu de marge. Et après, attention, il y a moyen que ça devienne des belles brands et que ça soit un projet intéressant. Mais il y a des projets où on met 10 fois moins d'efforts, ça fonctionne et ça cartonne, ça skyrocket. J'ai déjà vu des débutants faire des 0 à 15 KDI. Après, est-ce que ça va durer? Enfin voilà, ça c'est notre question. Mais il y a des produits qui ont ce truc de skyrocketer. Et ça, malheureusement, après, tant qu'on n'a pas testé, on peut pas vraiment savoir parce que voilà, c'est par nature. Sinon, ça serait trop facile. Ouais, 100%. Et du coup, là, si aujourd'hui tu étais débutant, qu'est-ce que tu ferais? Tu commencerais par regarder des vidéos sur YouTube, essayer de te créer un entourage dans le milieu, faire un peu des contacts, ensuite essayer de lancer tes premiers testings ou d'abord acheter une formation. Enfin, ce serait quoi un peu le schéma? Personnellement, je pense que dans un premier temps, je consommerai tout le contenu gratuitement pour avoir une base. Parce que moi, je ne vais pas recommander une formation ou un accompagnement à une personne qui a vraiment zéro base, parce que je pense qu'elle ne va pas profiter pleinement de la chose. Donc, apprendre par soi-même. Il y a du très bon contenu sur YouTube, sur Twitter, via des threads, que ce soit sur le marché francophone ou anglophone. Donc, je commencerai par ça. Je me ferai mes propres armes sur Facebook Ads tout seul. Je commencerai sur Facebook Ads. J'essaierai de comprendre quelques outils sans non plus me perdre. Donc principalement des outils de recherche produit. Et une fois que j'ai suffisamment lancé de produits et que j'estime avoir bien compris le 80% de l'e-com, là dans un premier temps, je pense que je m'orienterai vers une communauté ou une formation, idéalement pas trop cher pour pas griller ma trésorerie parce que bon l'e-com sans trésorerie c'est compliqué donc l'argent doit être priorisé dans les testings. Le but c'est de se former mais c'est surtout de connecter avec des personnes comme j'ai dit pour avoir cet effet learning tous ensemble d'entraide. Et pas besoin d'être 50, hein. Juste avoir 2 3 4 amis au même niveau qui ont la même énergie, très important, avoir des personnes qui ont une bonne énergie, qui veulent réussir et qui sont dans l'action. Et à ce moment-là, en fonction de ma trésorerie, à ce moment-là, j'envisagerai peut-être un accompagnement pour aller plus vite si j'ai la trésorerie. Et si j'ai pas la trésorerie, je me ferai les armes moi-même. Et quand j'aurai des blocages, une fois que j'aurai fait mes premiers scaling, 1, 2, 5 KD, ça va dépendre des personnes. Là, potentiellement, prendre des calls payants ou des consultings, je trouve ça toujours intéressant. Moi, je dis ce que j'applique. Moi-même, je continue à prendre des consultings, des calls. Bon, plus des calls et des consultings, les coachings, là, actuellement, j'estime ne plus en avoir. Enfin, il y a pas une offre qui m'intéresse là actuellement sur le marché. Mais en tout cas, je prends régulièrement des calls et des consultings parce que bah, enfin, on apprend toujours, hein, à n'importe quel niveau, il faut continuer d'apprendre. Ouais, 100%, moi, c'est ce que je fais aussi. Et c'est bien. Enfin, là, tu as donné vraiment un vrai plan d'action pour des débutants. C'est cool parce que moi, j'ai pas vraiment suivi ce truc-là. Au début, quand j'ai commencé seul et j'avais pas d'amis, tu vois, qui étaient là-dedans. Moi, j'ai commencé fin 2019, fin 2020. Et en fait, j'ai fait n'importe quoi. J'ai directement pris des placements influenceurs en pensant que c'était facile et tout. Et j'ai perdu pratiquement tout mon cash. Derrière, je suis allé faire des livraisons Uber Eats et tout pour avoir un petit peu d'argent. Et en fait, pendant 4-5 mois, genre, j'ai travaillé comme un malade parce que je voulais pas rester sur ces échecs-là. Et après, j'ai commencé à avoir un premier produit qui a fonctionné. Et après seulement, j'ai réinvesti les bénéfices pour prendre un coaching.
Parce que tu vois, j'avais déjà compris pas mal de choses. J'avais déjà eu 2 produits qui avaient eu des bons résultats. Et du coup, derrière, le coaching, lui, il m'a permis de passer à un step supérieur. Mais je suis pas passé de rien à coaching. Surtout que moi, à l'époque, c'était 2020, tu vois, les offres de coaching, c'était pas comme maintenant. Il y en avait pas beaucoup et c'était genre, tu payes 2 000 € et tu as un coaching un mois, pas plus, quoi. Tu vois, c'était limité. Donc ouais, c'était très compliqué. C'est ça, c'est ça. Et moi, personnellement, pour rebondir sur ce que tu dis, à mes débuts, je suis pas sûr que j'aurais réussi comme j'ai réussi actuellement. Sans communauté, parce que j'ai des amis que je côtoie toujours d'ailleurs depuis le début, où je les ai vus réussir avant moi. Ça m'a motivé, ça m'a montré que c'est possible. J'ai aussi vu des personnes me conseiller qui avaient une petite step au-dessus quand on avait commencé. Moi, j'ai pu conseiller ensuite, dans un second temps, les personnes qui étaient un peu plus en retard. Mais en fait, il n'y a même pas cette notion d'être à l'avance ou en retard. Tout arrive au bon moment, en fait. Il y a un facteur un peu chance. Bien évidemment, le volume, le travail et les skills vont venir s'assurer la victoire. Mais disons que voilà, tout arrive à un moment donné, tant qu'on travaille bien, tant qu'on met de l'énergie et du volume. Et ensuite, dans un second temps, j'ai pris des coachings, j'ai pris des calls, j'ai pris du consulting. Parce que si on arrête d'apprendre, on finit par mourir, hein. Finalement, il y a des personnes qui ont des 1 an, 2 ans, 3 ans de data. Si pour quelques euros, quelques centaines ou quelques milliers d'euros, on peut recevoir toute cette data condensée et avoir des réponses à nos questions par des personnes qui sont au-dessus, ça serait dommage de ne pas réinvestir une partie de son profit dans ce knowledge. Ouais, bah, franchement, c'est clair. Et en plus, pour rebondir aussi sur ce que tu as dit, c'est vrai que moi, à mes débuts, tu vois, j'étais tout seul. J'avais pas d'amis, personne que je connaissais qui faisait du e-commerce. Et du coup, franchement, ça a été dur de tenir. Tu vois, quand j'ai eu la période, on va dire, où j'ai perdu de l'argent et que j'avais pas de résultats, le pire, c'est que moi, j'avais ma famille qui était en plus pas très réceptive à ce que je faisais. Tu vois, j'ai genre arrêté les études. J'ai pas fait ce que je conseille de faire, c'est-à-dire continuer ses études ou son taf et en même temps essayer de faire un peu du e-commerce, apprendre et tester un peu. J'ai genre tout arrêté et j'ai dit je me lance en e-commerce. T'inquiète, j'ai vu une vidéo sur YouTube où on fait 1 million en 24 heures. Tu vois cette vidéo-là. Du coup, moi, j'étais basé sur ce truc-là, c'est facile. Et quand j'ai échoué, et c'est là où j'explique beaucoup à ma communauté, que ce soit en live ou sur des vidéos ou dès que je peux échanger avec eux, c'est que là, en fait, il y a eu un moment clé dans ma vie. C'était soit j'ai perdu 4 000 €, ma famille qui me dit, tu vois, on t'avait dit, soit je décide de me dire, solution facile, j'arrête, ou soit, non, je reste pas sur cet échec-là. Et moi, j'ai vraiment commandé un sac Uber Eats, tu vois, j'habitais dans le 93. J'ai commandé un sac Uber Eats, je suis allé livrer, j'ai fait un petit peu de sous comme ça. C'était début 2020 pendant la période Covid, tu vois. Et ça a été très, très compliqué. Et je sais très bien qu'à ma place, il y aurait énormément de gens qui auraient abandonné. Et jusqu'à aujourd'hui, tu vois, si, entre guillemets, j'ai un peu réussi aujourd'hui, c'est grâce au fait que psychologiquement et mentalement, je voulais pas du tout arrêter, tu vois. Je voulais vraiment aller au bout des choses. Et ça, c'est un mindset que j'ai développé aussi grâce au sport parce que en jeune, j'ai fait du sport à haut niveau. Et tu vois, quand tu fais du sport à haut niveau, on t'inculque cette mentalité de toujours gagner. Tu vois, je t'en parlais d'ailleurs lors de certains calls qu'on a eu ensemble ces dernières semaines. J'ai des concurrents qui, des fois, m'envoient des messages aujourd'hui. Et ils sont un peu genre, on se partage le marché, on est cool, on fait copain-copain. Et moi, c'est pas ma mentalité. Moi, je suis là pour détruire les autres. Tu vois, je suis là pour être le numéro un. Je sais que c'est impossible d'être numéro un dans tout, mais moi, je veux l'être. Et c'est comme ça que j'avance, tu vois. Et est-ce que toi, tu as remarqué aussi ce petit problème de mindset chez beaucoup de débutants qui sont un peu genre en mode on prend le drop à la cool, ah ça marche pas si bien, le e-commerce, le dropshipping c'est un peu difficile, j'arrête. Après, moi, je pense que c'est pas le bon mindset dans tous les cas. Il faut persévérer parce qu'en fait, c'est une histoire d'effet cumulé, comme je disais avant. Finalement, on apprend des échecs, on essaie d'analyser les victoires. Et moi, la chose que j'ai souvent vue en e-com, c'est ceux qui apprennent. En fait, c'est une question d'ego et c'est aussi une question d'apprentissage. J'ai déjà vu des personnes faire des 40-50 k day, aussi fou que ça puisse paraître, qui sont pas forcément si compétents que ça. En fait, ça, c'est la machine algorithmique de Facebook. Des fois, il y a un peu ce truc où je lance 5 créas, les 5 créas explosent. Et ça représente pas mes skills en fait. Et c'est le business en général. En fait, des fois, nos résultats à l'instant T ne représentent pas nos skills. Ça va voir qui tient sur la durée. Donc moi, je pense que oui, il faut savoir avoir un bon mindset, viser long terme, apprendre de ses échecs et rester humble pendant les victoires et continuer à apprendre constamment parce que
En fait, le travail d'aujourd'hui, c'est le résultat dans 6 mois. Le résultat actuel, c'est soit, ça peut être de la chance, ça peut être ce qu'on a fait il y a 6 mois en arrière. Tant qu'on apprend, tant qu'on avance et tant qu'on reste humble face au résultat, ça devrait bien se passer. Pas se décourager, continuer constamment à apprendre et à travailler. De toute façon, moi, ce que je dis souvent, c'est quoi? Bon, c'est une formule pour les créas, mais c'est dans la vie en général. Tant qu'il y a du volume, de la qualité et de la variété, de la diversité, enfin, tester plusieurs choses, ça finit toujours par réussir. Ouais, c'est vrai. Et c'est là où ce que tu disais sur le fait d'avoir des amis ou en tout cas des connaissances, quelques proches qui sont un peu dans le même état d'esprit à vouloir essayer de progresser et avoir un mec un petit peu au-dessus, entre guillemets, qui drive un petit peu, c'est vraiment intéressant parce que je te dis que franchement, quand tu es tout seul, moi j'ai posé la question sur Telegram plusieurs fois ou même à ma communauté lors des lives et la plupart sont seuls. Face à tout le monde. Et le problème, c'est que tu vois, il y a beaucoup de débutants qui n'ont pas beaucoup de budget, voient un peu des vidéos sur YouTube où ils pensent que c'est facile, et du coup, ils se mangent un peu une claque dès qu'ils font leur premier testing, ou même avant ça. Moi, je vois beaucoup de débutants aussi qui, quand ils commencent à faire la recherche produit, et que moi, je leur dis, ouais, c'est bien, tu as fait la recherche produit, maintenant, il faut faire recherche concurrentielle, analyser la concurrence, trouver le marché, se positionner correctement, faire une bonne offre, un bon copywriting, etc., etc. Et cetera. Et ils se disent, mais attends, mais il y a trop de choses à faire, je comprends pas, ça m'avait l'air facile, là, c'est trop difficile. Et je vois que, franchement, ça cause un gros, gros problème chez beaucoup de débutants, ce truc-là. Et après, ceux qui passent ces étapes-là et qui vont tester, beaucoup, échec, 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 plus de budget, j'arrête. Tu vois, c'est un truc que je retrouve vraiment énormément sur ma communauté. Et du coup, c'est cool que tu leur dises vraiment de se mélanger, d'essayer de trouver des personnes avec qui discuter, échanger les échecs, les réussites, progresser ensemble. Parce que ça aide énormément, vraiment énormément. Ouais, bien sûr, et je pense aussi, il y a un moment donné, surtout au départ, où en fait, le professionnel et le perso, ils fusionnent et ils se mélangent. En fait, je pense que c'est pas. Là, tu me parlais de trésorerie. Voilà, ça c'est. Il faut faire attention à sa trésorerie dans sa vie personnelle. Il faut travailler pour. Enfin voilà, comme tu disais, toi c'était Uber, il y en a d'autres c'était une alternance, il y en a d'autres c'est le McDo, il y en a d'autres c'est des petits jobs par-ci par-là. Au bout d'un moment, voilà, l'e-com, la barrière à l'entrée elle est faible, la trésorerie n'est pas immense. Pour ouvrir des restaurants, il faut des centaines de milliers d'euros, on tourne break-even et tout. E-com, c'est vrai qu'on peut commencer avec 2000, 3000, 5000 euros. Mais c'est pas magique non plus, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas, ah, ça a pas marché, j'arrête là. Ça, c'est le minimum qu'on doit avoir pour commencer. Ensuite, idéalement, c'est bien d'avoir un revenu qu'on peut réinjecter dans son business au départ. Et ça passe par des petits sacrifices, voilà, de gérer son budget dans sa vie perso et à côté aussi, travailler jusqu'à temps que ça fonctionne, quoi. Enfin, si on veut mettre toutes les chances de son côté, il faut fusionner le tout et faire en sorte que ça fonctionne. Des fois, ça va prendre un mois, des fois six. Et entre quelqu'un qui fait Uber tous les soirs, qui réinvestit sa monnaie dans la machine jusqu'à temps que ça fonctionne, ou quelqu'un qui met 2000 et qui dit que ça marche pas et arrête, voilà, au bout d'un moment, il y a pas trop de débat. De toute façon, pour avoir l'expérience avec pas mal de débutants aujourd'hui qui ont rejoint des coachings avec moi ces dernières années, franchement, en 1 ou 2 jours, 3 jours avec la personne, on sait tout de suite si ça va le faire. Parce que tu sais, quand tu as une personne qui arrive et qui te dit ouais, moi je suis salarié et je vais pas lâcher, je vais bosser tous les jours, même si je dois bosser de 19h à 21h après mon taf, juste après avoir couché les enfants pour réussir, tu sais que lui, il va y aller, tu vois. Alors que des fois, il y en a qui sont. 100%. Ben, moi, de toute façon, les amis que j'avais au départ quand j'ai commencé et qui sont toujours présents, certains sont même nos partenaires chez Luma. Il y a une pattern hein, quand même. Quand au début, il y avait une personne qui était facteur, qui travaillait dur, qui faisait de la trésorerie et qui réinvestissait, et ben finalement il a très bien réussi quelques mois, quelques années plus tard. Il y en a d'autres qui travaillaient, qui faisaient des jobs d'été, qui se serraient la ceinture et qui mettaient tout en testing, ils sont toujours présents. Par contre, ceux qui lançaient des testings avec très peu de régularité, qui finalement faisaient un peu n'importe quoi dans le perso, ça a impacté le pro et ils n'existent plus maintenant. Enfin, j'espère qu'ils vont revenir un jour, mais en tout cas, ça fait 2 ans qu'on les voit pas faire des beaux chiffres. S'ils reviennent, ils repartiront. De toute façon, c'est toujours pareil, hein. Tant qu'ils n'ont pas la bonne mentalité, ça va Après, être là, je pense compliqué, que hein. c'est au-delà de l'e-commerce, en fait, c'est l'entrepreneuriat. Au bout d'un moment, l'entrepreneuriat, ça nécessite. Enfin, j'aime pas le mot sacrifice parce qu'il faut pas voir ça comme ça, sinon c'est mort dès le départ, mais c'est un mindset, c'est un état d'esprit. Enfin, il y a personne d'autre qui va faire que ça fonctionne hormis toi. Et c'est bien beau de vouloir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros, mais pour moi, voilà, il y a un peu une part
une part de mérite, quoi. Enfin, faut le mériter. Enfin, si on veut avoir un certain train de vie et avoir certaines responsabilités, ben, il faut show off enfin, il faut show up tous les jours, être présent et montrer qu'on en veut, quoi. Enfin, à part quelques exceptions qui finissent par disparaître quelques mois plus tard, il n'y a pas y a pas de secret. Il faut fournir les efforts. Là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder cette vidéo, ils seront en vacances, donc prenez vos vacances, mais non, n'oubliez pas de bosser, d'avancer sur vos business. C'est vraiment important d'avoir cette régularité et cet état d'esprit, parce que si un jour vous voulez arriver en septembre et dire à votre patron que ça sera pas votre rentrée cette année, vous arrêtez, c'est le e-commerce, et ben il faut faire les sacrifices entre guillemets ou les efforts d'une certaine manière pour y arriver. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc voilà, il faut se donner. Du coup, bah écoute, c'est très intéressant tout ça. Sinon, toi, aujourd'hui dans le e-commerce, il y a beaucoup de choses qu'on peut maîtriser. Tu vois, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'étapes. Si tu devais donner les skills les plus intéressants à maîtriser pour, on va dire, avoir les 80% de résultats. Ouais. Pour moi, déjà, ça part. Enfin, si on part, voilà, faut faire les choses dans l'ordre. Au bout d'un moment, si tu sais faire des landing pages, mais t'as rien qui tourne, c'est compliqué. Donc, pour moi, la première chose qui est essentielle, c'est de savoir sonder le marché et donc faire de la veille. Donc, je dis pas recherche produit, mais c'est un peu ce que je sous-entends. Mais quand je dis faire de la veille, c'est savoir analyser la data. En fait, ça va nous permettre de trouver des produits, mais ça va permettre aussi de nous faire une culture en créative, en offre, en landing page, en funnel. Donc finalement, c'est apprendre à analyser le marché et à scouter le marché. Ça, pour moi, c'est le skill numéro un. Ok, bah, franchement 100% d'accord. J'en parlais encore, je crois qu'il y a 2-3 jours avec une personne qui était plus débutante, qui me disait qu'elle n'avait pas fait d'analyse de marché, de recherche, etc. depuis genre 2-3 semaines. Et je disais, c'est pas possible. En fait, normalement, très régulièrement, il faut essayer de regarder un peu ce qui se passe sur le marché, au-delà de même de juste simplement faire de la recherche produit sur un outil, juste essayer de comprendre ce qui se passe. Parce que plus on comprend ce qui se passe, plus on maîtrise et plus on arrive à trouver des produits. On y revient, en fait, finalement, ça veut dire quoi? C'est savoir lire de la data. Parce qu'en fait, c'est la data qui parle. Donc, ok, j'ai trouvé un produit. Mais finalement, tu as trouvé une créa. Parce que souvent, quand on dit tu as trouvé un produit, c'est que tu as trouvé enfin, une créa la plupart du temps. Mais tu vois, enfin, faut être en veille constante. Ok, cette créative, c'est une statique ou c'est une vidéo, c'est quel angle marketing, c'est quel concept, us versus them, bullet point, headline, ok. Et à force de faire ça tous les jours, bah finalement, après, tu as des réflexes. Quand tu as un winner, tu sais quoi faire parce que tu l'as vu sur des dizaines et des centaines de brands. Tu as cliqué sur le produit, ok, c'est une offre un plus un, c'est une offre un 2 plus un, c'est une offre un 2 trois. Ça te donne des idées pour faire des changements lorsque tu es break-even ou que tu as ton premier winner. Donc en fait, c'est scouter le marché. Et pour moi, quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui sait me citer 10, 20, 30 brands sans trop hésiter. Qu'est-ce qui tourne actuellement? Ben, il y a lui, il y a lui, il y a lui, il y a cette niche, il y a cette niche. Le time to market sur celle-là, il semble pas mal parce que depuis 2 3 semaines, je vois des sites qui commencent à monter. Enfin, tu vois, en fait, c'est voilà, c'est une veille constante, c'est savoir utiliser des tools principalement. Donc ça, pour moi, c'est le numéro un. J'ajouterais aussi que parfois, il faut même essayer de prendre un petit peu de recul quand on travaille, parce que je vois beaucoup de personnes, par exemple, tu sais, moi qui me disent, ouais, là, je sais pas, je fais de la recherche produit, je fais de l'analyse et je trouve rien. Mais si tu trouves rien, c'est que tu cherches mal, en fait. Parce qu'à partir de là, aujourd'hui, là, par exemple, on est au mois de juin où on enregistre, on voit très bien que pendant l'été, il y a des tendances qui sont différentes que pendant d'autres périodes de l'année. Et réussir à anticiper ces tendances-là et à se positionner aussi au bon moment, ça peut permettre d'avoir des résultats explosifs en fait sur une période de temps qui est même assez courte. Moi, je sais que ben, la marque aux US sur laquelle on travaille ensemble, que j'ai lancée l'année dernière, je l'ai lancée en mai et au mois de juin, j'étais déjà en train de faire 200 cas par mois. Donc, j'ai vraiment profité de cette tendance et avec le temps, on comprend de plus en plus. Et du coup, si on arrive à anticiper tout ça et à comprendre ces choses-là, eh ben, très vite, on peut se positionner sur des bonnes ordres, des bons produits et avoir le time to market qui permet d'exploser. Nous deux, on l'a vu, tu vois, sur ma marque aux US, on a eu une baisse en hiver. Tu sais, on l'a vu. Et on s'est vite rendu compte que c'était pas nous qui travaillions moins bien, c'est aussi que le time to market était plus Ah oui, mauvais. et ça, c'est un truc. Bon, là, ça s'adresse peut-être un peu moins aux débutants parce qu'il faut un truc qui tourne. Au bout d'un moment, avec un peu d'expérience, il y a des saisonnalités, même dans les produits non saisonniers à première vue. Et il faut savoir, enfin voilà, il y a un peu de volatilité en e-commerce. Après, peut-être qu'en ayant plusieurs brands, en essayant de construire quelque chose de gigantesque, on peut essayer de contrer cette saisonnalité.
Mais il faut être OK avec ça. En e-commerce, c'est possible de gagner 100 000 euros de dollars de profit par mois, mais c'est possible aussi de perdre 10 000 dollars 6 mois plus tard sur le même business. Et ça ne veut pas dire qu'il est mort. Il y a de la volatilité, c'est comme ça. C'est un business comme un autre. Et c'est, voilà, un vendeur de glace, ça lui arrive aussi. Un vendeur de vélo, ça lui arrive aussi. Enfin, c'est le business, ça. Si vous voulez quelque chose de constant qui fait que monter de manière linéaire, c'est peut-être pas l'entrepreneuriat là qui va vous faire, qui vous faut quoi. Et l'e-commerce, c'est malheureusement, c'est voilà, très rare sont les produits evergreen 12 mois sur 12 à la même cadence. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il y a des périodes de build, il y a des périodes intensives, il y a des périodes de réflexion. Après, on peut essayer, pourquoi pas, de construire deux trois business e-commerce en même temps pour essayer de tourner à l'année fort. Mais sur un site, un produit, c'est quasiment impossible. Clairement, et du coup, bah, les débutants devraient essayer d'apprendre ces choses-là en amont pour justement avoir le time to market qui soit idéal au moment où ils font leur testing et ils vont maximiser leurs chances d'avoir des résultats. 100%. Donc, ok, bah écoute, toi, tu es aussi spécialiste en termes de créative. Aujourd'hui, explique-nous un petit peu comment tu vois la chose au niveau des créas. Comment tu penses qu'on peut réussir à avoir des créatives performantes? Parce que parfois, il y a des gens qui me disent, même moi en coaching, j'ai un produit, ça m'a l'air d'être un produit gagnant, mais les créas sont mauvaises. Ou est-ce que le content est un critère important avant de faire son testing? Comment tu vois des créatives performantes aujourd'hui en 2025? Bah, alors, les créatives, c'est un vaste sujet. Pour moi, déjà, ça part par de la data. Encore une fois, on est en 2025, l'e-commerce, c'est pas né hier non plus, en tout cas de la manière dont on l'exécute nous, donc du Facebook Ads, du Meta. C'est-à-dire qu'on a en fait finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de data, beaucoup de recul. Si on utilise des outils comme AdSpy, Afterleap, TrendTrack et j'en passe, je ne veux pas tous les citer, sinon je vais les oublier, mais on sait ce qui fonctionne pertinemment en fait, parce qu'on peut regarder 2025, mais il faut aussi regarder 2024, 2023, 2022, 2021. Une femme de 57 ans en 2020 ou en 2025, elle n'a pas drastiquement changé de manière de consommer son contenu. Et en plus de ça, le désir, les pain points, les dream outcomes, les frustrations, les objections restent les mêmes. Donc, se baser sur de la data. Est-ce que tu as un produit en tête bien connu en e-commerce, par exemple? Alors attends, qu'est-ce qu'on peut prendre? Ouais, on peut prendre par exemple les culottes menstruelles, je pense que tout le monde connaît. Culotte menstruelle. Le problème, il est connu depuis la nuit des temps. La solution, elle est ultra connue aussi depuis un bon bout de temps. Donc là, on va pouvoir regarder des concurrents actuels pour s'inspirer de leur marketing. Donc il me semble que c'est Moule hein, qui fait du bon travail sur le marché français. Mais ça vendait en 2024, en 2023, en 2022, en 2021 et ainsi de suite. Donc là, ce que je ferais, moi, pour faire des bonnes créatives, dans un premier temps, c'est un board. Je vends des culottes menstruelles. Je veux toutes les créa winneuses en face de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes concurrents travaillent pour moi. En fait, ils ont fait des centaines de testings et il n'y a que quelques, enfin des milliers de testings à ce niveau-là et il n'y a que quelques winners. Donc en fait, pourquoi moi je vais me mettre dans une position où je vais tester des choses quand en fait ils sont des dizaines voire des centaines depuis 6 ans à faire à tout tester et en fait on a de la data. Donc la data ça sera principalement le trafic, les impressions et l'engagement. Engagement, like, commentaire, j'adore, enfin bref tout ce qui est autour d'une créa qu'on peut voir avec AdSpy par exemple. Donc là, je vais mettre toutes les créas en face de moi. Et là, je vais essayer d'analyser des grandes lignes, des patterns. Ok, il y a 80% de vidéo, 20% de statique. Est-ce que je dois mettre de l'effort sur de la vidéo ou sur de la statique? C'est ce qu'on appelle le média mix. Bah là, j'ai quand même analysé 3-5 000 créas depuis 5 ans. J'ai quand même l'impression que c'est sur de la vidéo que je dois m'orienter. Et en fait, c'est important de faire cette analyse en amont parce qu'on a un budget limité, on peut pas tout tester en fait par nature, et du coup il faut qu'on s'aiguille vers les bonnes choses très vite en fait, sinon bah, on abandonne. Donc en fait ce travail d'analyse en amont, il nous permet en fait d'économiser nos sous basés sur de la data. Donc là, j'ai parlé du media mix, ensuite on analyse le concept.
Est-ce que c'est des 5 raisons? Est-ce que c'est de l'humour? Est-ce que c'est du negative marketing? Est-ce que c'est du us versus them avec des produits de substitution type, ou des produits type voilà, des tampons? Donc là, j'analyse un peu les concepts dans les créas. Est-ce que c'est des VSL ou des vidéos courtes? Quel type de personnes, quel type de créatrices sont dans les créas? Tout ça, c'est des questions que je vais venir me poser. Quel est l'angle marketing aussi? Parce qu'il y a des angles et il y a des sous-angles. Culotte menstruelle, est-ce que, voilà, enfin, là, à chaud, je connais pas le produit en détail, mais je vais analyser les angles, les sous-angles. Je vais analyser le wording. Quels mots sont utilisés dans les créas? Est-ce qu'il y a un champ lexical précis pour ce produit qui résonne avec les audiences? Donc tout ça, c'est une analyse que je fais en amont. Si c'est bien fait, en fait, ça permet d'attaquer directement sur les choses qui sont viables. Et là, du coup, en faisant du volume sur ce qui fonctionne, normalement, on va atteindre du résultat. Voilà, pour les créatifs, c'est très orienté data. Et donc ça, c'était pour la data externe. Et après, une fois que j'ai fait mes premiers lancements, un gros travail aussi sur la data interne. Donc la data interne, je fais référence à quoi? À un questionnaire post-achat s'il y en a un sur la brand, aux commentaires Facebook. Donc ça, c'est peut-être les deux meilleures choses à analyser dans un premier temps. Si j'ai une winneuse, analyser le hook, le vidéo editing, les b-rolls, la vitesse de la vidéo, le script. Ensuite, je vais analyser un peu le Trustpilot. Ça peut être super intéressant. Et mon SAV, je vais demander de me faire un petit feedback, voir si j'ai des objections qui reviennent constamment. Et déjà, normalement, entre l'analyse des concurrents et l'analyse interne, là, on commence à être vraiment bien. Et après, ça va passer par du volume, parce que suffit de regarder les grosses ad librairies. Quand je dis les grosses ad librairies, c'est les sites américains, y en a plein, que ce soit Obvi, The Ridge, True Classic et plein d'autres. Bah, en fait, ils ont des milliers et des milliers de créatives inactives pour quelques centaines de créas actives. Ça montre que même les meilleurs, qui ont de la data, qui connaissent parfaitement leurs produits, qu'ils ont un très bon produit, qu'ils ont un bon back-end, donc de la LTV, et qui ont sûrement des super agences et des budgets faramineux, ils ont un win rate qui reste globalement faible quand on regarde les inactives et les actives. Donc, tout le monde est régi par les mêmes règles. Il faut faire du volume. Après, il ne faut pas faire du volume pour faire du volume, mais le volume, ça reste quelque chose obligatoire. Donc voilà, si je résume, grosse analyse du marché, analyse de ma data interne, volume et analyse, et après c'est une boucle. Ok, donc en gros, avant un testing, tu vas aller voir tes concurrents, les gros concurrents qui ont tourné avec le produit. Tu vas analyser un peu tout ce qu'ils ont fait. Tu vas prendre un peu des notes ou tu vas l'avoir dans ta tête, en gros. Et après, en fonction de tout ce que tu as trouvé d'intéressant, tu vas essayer de répliquer un peu le schéma, c'est ça? Exactement, exactement. Et après, voilà, enfin, il faut quand même avoir une petite partie créative, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne veut pas réinventer la roue non plus. Enfin, s'il y a un angle marketing, si dans les 150 top créatifs des 5 dernières années sur les culottes menstruelles, il y a un type de hook qui revient 70% du temps, je vais refaire ce hook énormément. Je vais pas essayer de réinventer un nouveau type de hook. Si c'est ce hook-là qui parle à cette audience, je vais pas m'en priver. Après, je vais peut-être un peu le décliner de temps en temps, mais je vais quand même ne pas réinventer la roue. Ok, du coup, sur un testing, toi, tu conseillerais de faire quoi? Reprendre un peu les créas des concurrents, faire ton propre montage, ta propre sauce? Alors moi, ce que je vais conseiller, c'est pas, voilà, c'est pas glamour, mais enfin, c'est reprendre un petit peu ce qui fonctionne sur le marché, idéalement dans un autre marché, hein, parce que sinon après, la même créa sur le même marché, c'est compliqué, il y a déjà de la répétition, c'est pas cool. En plus de ça, il peut y avoir des guerres de DMCA, enfin c'est pas vers ça qu'on va s'orienter. Donc reprendre quelque chose d'un autre marché, et ouais, si ça a fonctionné, faut pas oublier que quand il y a une créa active, il y en a 12 inactives. Donc en fait, reprendre une créa active, c'est quelque chose de bien en fait finalement. Et une fois que ça fonctionne, là je vais commencer à faire mon propre contenu, là je vais commencer à scaler, à itérer, à moi-même chercher des autres concepts avec de la data. Je vais aussi faire un peu de Reddit, un peu de Quora, un peu d'analyse TikTok Shop. Je vais regarder les commentaires, les réactions. Mais ça arrive dans un second temps. Dans un premier temps, je veux déjà voir si le produit que je lance, est-ce qu'il y a de la traction? Parce qu'il y a aussi le fait,
que tous les ad accounts ne sont pas pareils. Peut-être qu'il enfin, voilà, il y a un peu une part d'aléatoire. Ah, quand on lance 50, 100, 200 euros, il y a un peu, voilà, enfin, on est sur du machine learning, on est sur de l'algo. On n'est jamais sûr que ça va exploser dès les premiers 50 euros. Il y a une part d'aléatoire du fait qu'en fait, il n'y a pas assez de volume pour que la machine learn. Et on n'a pas envie de dépenser 10 000 € pour que ça learn. Du coup, je vais voir si mon ad account, si ma chance, elle est bonne. Et si je vois qu'il y a de l'attraction, là, je mets de l'énergie à fond. Ok. Bah, écoutez, les amis, je pense que si vous écoutez Kael, là, vous comprenez bien qu'il faut être vraiment stratégique. Certes, au début, c'est pas très glamour de reprendre un peu ce qui existe déjà, le modifier un petit peu et relancer comme ça dans son propre marché. Mais en même temps, si vous n'avez pas 10 000 € à balancer en faisant en prenant des risques, il faut faire avec les moyens du bord, quoi. Moi, personnellement, je rebondis sur ce que tu dis. J'aimerais bien, moi aussi. Moi aussi, ça me ferait kiffer de, allez, qu'est-ce que je vais vendre? J'aime bien le basket. Je vais faire une balle de basket lumineuse avec une super qualité. Je vais avoir un MOQ. Donc, je vais devoir commander un minimum order quantity de 1500 balles. Je vais envoyer ça à des influenceurs. Ils vont faire des pubs dans le noir. Ça va être super. Mais ça, c'est pas réaliste. Enfin, concrètement, moi aussi, ça me ferait kiffer. J'aimerais bien voir LeBron James avec ses ballons. Mais ça va me coûter. Enfin, c'est pas réaliste en fait. Au bout d'un moment, vous pouvez pas arriver avec 2, 3, 5 000 € et vouloir faire la brain qui va révolutionner le monde. C'est pas cohérent. Je vous le souhaite plus tard, quand vous allez avoir beaucoup de moyens, mais c'est pas cohérent à court terme. À court terme, on prend ce qui fonctionne, on essaie de bootstrap la chose, donc on n'a pas de contenu, on prend le contenu de quelqu'un sur un autre marché. Après, il y a des fois, il y a des vidéos libres de droit et tout, hein, donc on vole pas non plus du content. C'est des photos, des vidéos AliExpress, hein, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Mais au début, c'est pas glamour, honnêtement, voilà, je préfère le dire. Après, attention, quand une personne va avoir des centaines de milliers d'euros et qui veut construire un projet solide, là, c'est un autre discours, il n'y a pas de souci. Si tu veux investir 5, 10, 15K dans un lancement de brand, pourquoi pas, si tu as une vision. Mais c'est pas la majorité des personnes que je connaisse qui se lancent en tout cas. Non, clairement, il faut être intelligent, stratégique, réfléchi, faire avec les moyens du bord en faisant ça de la manière la plus propre et réfléchi justement au départ. Et après, quand le budget augmente, quand on peut se permettre de faire son propre contenu, modifier les choses, et ben c'est là où on évolue et c'est même là où on prend le plus de plaisir en plus. Carrément. Du coup, il y a aussi une partie que j'aimerais évoquer avec toi, c'est la partie sur le CRO. Je sais que toi, tu maîtrises très très bien cette partie. C'est une manière d'augmenter un peu sa marge sans spécialement augmenter ses dépenses. Et c'est quelque chose que nous, on travaille aussi beaucoup sur nos brands. C'est un truc qui est un peu sous-évalué par les débutants. J'ai l'impression que c'est pas très répandu. Les gens ne savent pas comment faire des AB tests. Ils n'ont pas une très grande connaissance de ce domaine-là. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre aujourd'hui? Comment améliorer sa marge grâce à ça? Ouais, bah en fait, tu l'as dit, en fait, tout le monde s'intéresse au créatif et pas au CRO. C'est vraiment dommage parce que le CRO, c'est obligatoire sur le long terme en fait pour survivre. En fait, le CRO, c'est avec la même dépense faire plus de profit. Grosso modo, c'est à peu près ça le CRO. Et du coup, le CRO, c'est modifier des choses sur son site internet de manière isolée pour pouvoir mesurer l'impact avec suffisamment de data pour que c'est pas basé sur de la chance mais sur des statistiques. Euh, In fine, tout le monde peut faire du CRO. Ce que je veux dire par là, c'est que si on fait 1000, enfin, si on fait les 1000 changements possibles, ben, on va tous réussir. Sauf qu'en fait, là où le CRO c'est vraiment intéressant et c'est là qu'on voit les bons des mauvais, c'est le fait de prioriser. Et en fait, c'est avec l'expérience. Quel test peut avoir quel impact? Quel test je vais tester en priorité? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous une épée de Damoclès au-dessus de nous. On fait des créatives, mais un jour ou l'autre, on sait que les CPA vont augmenter, les coûts par acquisition. Et donc, en fait, au plus vite on valide des tests CRO, au plus on peut se permettre d'avoir un CPA élevé, un coût par acquisition élevé. Donc, en fait, c'est pour ça que voilà, on fait tous les 2000 tests. Ah, normalement, on va tous les deux avoir le même résultat. Mais en fait, c'est qui va avoir les bons tests le plus vite possible pour survivre. Parce que si ton meilleur test y arrive au 950e, bah, je pense que tu seras déjà mort avant ça. Tu comprends un peu là où je veux en venir. Donc en fait, le but, c'est vraiment de faire des bonnes hypothèses, de prioriser ces hypothèses, de lancer de la bonne des manières techniquement, d'analyser et ensuite de faire ça en boucle en fonction de la data qu'on accumule. Aussi faire de la veille concurrentielle pour voir un peu ce qui se passe chez les autres
et après c'est de l'expérience. Donc le but, voilà, c'est d'avoir un site ultra optimisé qui nous permet d'encaisser des CPA plus élevés et aussi de manger la concurrence, dans le sens où si pour les mêmes dépenses, je fais plus d'argent que toi, bah, je peux augmenter mon budget, toi tu peux pas suivre, et je finis par prendre plus d'encarts publicitaires que toi, ou alors quand toi tu veux suivre, t'es à perte, alors que moi je suis break-even, ou un peu rentable, et du coup t'arrives pas à suivre, et tu finis par mourir à petit feu, quoi. Donc, et du coup, ce serait quoi, toi, les deux, trois A/B tests que tu vois en général les plus importants à tester en premier sur une boutique? Alors pour moi, les AB tests les plus importants, ils vont se situer above the fold, donc au-dessus de la ligne de flottaison. C'est tout ce qu'on voit avant de scroller en haut de l'écran en fait finalement. Principalement, ça va se jouer sur le content, la première image notamment du carrousel. Ça a un énorme impact. Les autres images du carrousel, honnêtement, j'ai pas vu des impacts énormes. C'est vraiment la première qui fait le 80-20 de l'impact. Donc ça peut avoir beaucoup d'impact. Le prix, ça c'est numéro un. Changer le prix de 10 euros, de 5 euros, ça peut avoir un impact immense. Donc prix, content above the fold, euh, offre bundle, donc faire du 1, 2, 3, 1, 2 plus 1 plus 1 plus 1, 2 plus 2, 3 plus 3. Enfin voilà, tous ces types d'offres connues peuvent avoir aussi un impact drastique. Donc ça c'est le top 3 je dirais. Et le kart aussi, rajouter des bumps, ajouter ou supprimer une assurance livraison, ça a beaucoup d'impact aussi. Euh, donc ça, je dirais, voilà, c'est le top 4 top 5 des tests. Après, en fonction du volume et de la taille du shop, la première section, juste en dessous de tout ce qu'il y a en haut de la page produit, ça a un impact. Le copywriting au global de la page, ça a un impact. Mais là, voilà, on commence à aller sur du 2, 3, 5% au global. Alors que tout ce que j'ai dit précédemment, on peut faire du plus 15, plus 20 ou moins 15, moins 20, quoi. C'est vraiment là où ça se joue. Donc, en gros, pour expliquer à des débutants, tu veux dire qu'avec un A/B test qui fonctionne sur ces points-là, tu peux aller chercher 15 à 20% de profit en plus avec le même budget ads par test. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que entre une offre 1 plus 1 ou une offre 1, 2, 3, potentiellement, il y en a une qui rapporte 20% de profit par visiteur en plus. C'est-à-dire que si je dépense X euros en ads et que ça me rapporte 1000 euros de profit à la fin de la journée, le fait d'avoir l'autre offre, ça m'aurait apporté 1200 euros. Grosso modo, c'est ça, hein, grosso modo, c'est ça. Ok, donc ouais, plus de 100 euros sans toucher les ads, quoi. Plus de 100 euros en plus sur un, voilà, c'est sur un shop qui rapporte 1000 euros de profit, sur un shop qui rapporte 5000 euros de profit daily, c'est beaucoup plus. Et après, si tu enchaînes 2, 3 à plus 20, bah, tu peux faire exploser tes profits directement. Total, parce que là, 15-20%, c'est énorme, mais plus 7%, plus 8%, plus 4%, plus 9%, à la fin, là où tu aurais dû couper les ads parce que tu es break-even, parce que ton coût par acquisition il baisse, bah là tu vas continuer à tourner parce que t'as fait les bonnes modifications. Et du coup, tu vas aussi manger ta concurrence. Parce que toi, quand tu vas avoir un profit par visiteur plus élevé, ton coût par acquisition, admettons, il est de 16 euros. Ton coût d'acquisition acceptable, il est de 16 euros pour faire du profit. Ton concurrent, ça va être 13 euros. Donc toi, tu vas scale et lui, il peut pas suivre. Il peut pas avoir le même coût par acquisition que toi. Donc tu vas finir par le manger comme ça. Et donc, ouais, donc c'est super intéressant. Moi, je l'ai vu aussi sur certaines brands où j'ai fait des A/B tests avec toi, justement. Et c'est vrai que ça apporte vraiment des résultats. Et parfois, il faut être. En fait, c'est un peu comme, je dirais, un peu comme tester des créatifs dans le sens où tu en as beaucoup qui vont pas marcher, mais les quelques qui vont fonctionner vont rattraper le lot et vont permettre de Ah, et en fait, faut gagner. pas oublier, en fait, c'est une question de risk-reward, c'est un ratio. En fait, la question, c'est est-ce que tu préfères avoir moins 12% sur la moitié de ton trafic, ce qui fait 6% pendant 2 semaines sur ton shop, contre avoir plus 12% une fois que tu as validé le test sur l'ensemble de ton trafic, ad vitam aeternam, pendant tout le temps que ton shop y run. Moi, personnellement, si le test est cohérent et qu'il y a une bonne chance de réussite, d'après mes hypothèses, moi, je le lance sans problème, parce que 12% sur le long terme, c'est infiniment plus que moins 6% pendant 2 semaines. Et donc, voilà, même si tu fais 3, 4, 5 tests qui fonctionnent pas, suffit d'un, tu sais que tu es gagnant. Et alors, quand on cumule un, 2, 3, 4,
ça comble infiniment les 5-10 tests que tu n'as pas réussi dans tous les cas. Ouais, clairement. En plus, c'est une machine derrière parce que si tu arrives à avoir plus 10, plus 15, plus 20 au final sur la partie CRO, tu es beaucoup plus à l'aise pour scaler les ads, etc. Et donc, au final, c'est même plus de profit que 15% de base, quoi. Enfin, tu vas pouvoir beaucoup plus scaler et ainsi de suite et ainsi de suite. Du coup, Carrément, carrément. c'est. Ça va permettre aussi de survivre dans les moments difficiles, parce que là où tout le monde va couper, toi tu vas être un peu plus de break-even parce que tu as fait le taf pendant les 3-6 derniers mois. Et du coup, bah, in fine, quand toi tu survis, et ben, tu vas faire un bon Q4 quand les gens ils ont abandonné, ils ont été sur un autre projet, et voilà quoi. Et vu que toi, tu accompagnes aussi pas mal de marques e-commerce, je pense que tu en vois des très très grosses, d'autres un peu moins. Tu vois un peu les développements qui se passent à l'intérieur. Euh, Comment aujourd'hui on fait pour scaler une marque qui a 2, 3 k day, 5 k day peut-être, à une marque qui fait 20, 30 k day? Ça va principalement passer par les créatives LCRO et aussi par le bon sens. Voilà, je dis des choses qu'on n'entend pas tout le temps, mais parce que ça me paraît important. Tous les produits ne sont pas voués à scale à 20-30 KD. Des fois, il y a des produits à 5 KD qui n'ont pas les fondations assez solides pour aller scale plus haut. Et là, en fait, du coup, c'est mettre l'énergie au bon endroit, de ne pas être émotionnel et de savoir quoi faire. Des fois, on a un produit à 5 KD, il faut juste lancer des nouveaux produits jusqu'à temps qu'on en trouve un beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus scalable. Des fois, c'est justement, faut mettre l'effort sur ce produit parce qu'il est ultra scalable. Donc moi, je dirais bien analyser si ce qu'on a est bon. Donc est-ce que le ROAS break-even n'est pas trop élevé? Est-ce que l'audience est assez large? Est-ce que le produit est bon? Est-ce qu'il n'est pas problématique? Si la réponse est oui, on va faire du volume de créative intelligent, donc avec toute l'analyse que je t'ai parlé en amont. Si tester du CRO dès qu'on a suffisamment de trafic, donc ça c'est important. Faire des hypothèses, les prioriser, lancer d'une bonne manière et ensuite d'analyser et de continuer. Donc une fois qu'il y a de la créative, du CRO, bien évidemment du content qui arrive constamment pour pouvoir rafraîchir le contenu, sinon on tourne en rond. Le but, ça sera de faire en sorte qu'il y a du volume. Les marchés aussi, ça c'est un des leviers très puissants que peu de personnes en parlent, mais j'ai vu plus d'un shop doubler son CA en lançant un nouveau marché, même parfois tripler, quadrupler, parce que ça prend encore mieux sur un autre marché. Donc je dirais mettre de l'effort en créative, en CRO, si le produit s'y prête, lancer sur des autres marchés, et idéalement, ce que je vois réussir le mieux, c'est déléguer ces parties-là pour continuer à lancer des produits et s'assurer un succès, peu importe la réussite du produit quand tout est bien fait. Ok. Ouais, c'est vraiment étape par étape, quoi. Ouais, c'est ça. Au début, on trouve un winner. Si le winner s'avère être un vrai winner avec tous les bons critères, bah là, c'est d'envoyer de la créative. Quand on a suffisamment de trafic, c'est de faire du CRO. Ensuite, c'est de faire de l'international, avoir un process de contenu qui est assez constant. Et après, ouvrir des marchés ou lancer des nouveaux produits, idéalement dans la même gamme, comme ça en plus il y a de la synergie. Mettre en place du mailing, mettre en place du multicanal, tester sur TikTok ou sur Pinterest. Si ça marche sur TikTok, tester du Snapchat, enfin mettre du Google en place. Après, sans trop non plus s'éparpiller, mais globalement, c'est faire de tout sans perdre en qualité. Ok, ouais, mais 100%, je suis d'accord avec toi et c'est intéressant. C'est de l'énergie, hein, finalement. C'est mettre de l'énergie, analyser, avoir du bon sens. Mais enfin, tant qu'il y a du bon sens et de l'énergie, ça finit par bien se passer. Ouais, et j'ai envie de rebondir sur le fait que tu disais peut-être aller tester aussi d'autres marchés, arriver à un certain moment pour aller scaler. Est-ce que tu as des marchés que tu recommandes en particulier ou pas spécialement? Bah alors moi, je suis un grand fan des marchés anglophones, principalement US et UK. Après, on peut aussi mettre Australie et Canada dans le tout. Sinon, bah, le marché français, ça reste un excellent marché. Le marché allemand est très bon, mais il faut avoir un bon produit. C'est pas un marché que je recommande à un débutant. C'est plutôt un marché, si tu as déjà validé sur un autre marché et que tu as vu que ton produit est super solide, super qualitatif, pourquoi pas essayer ensuite l'Allemagne. Et après, il y a d'autres marchés qui sont intéressants, hein. J'ai l'Italie, l'Espagne, le Danemark, les Pays-Bas. Enfin, c'est des shops sur lesquels on travaille, sur lesquels on chiffre, mais on va pas se mentir. Les marchés anglophones, la France, l'Allemagne, c'est quand même 80% de la réussite, quoi.
Ok, ok, bah, super intéressant. Et est-ce que tu conseilles quand même ces marchés-là à un débutant? Parce que je sais que les marchés anglophones sont quand même assez compliqués. Ouais, moi je pense qu'il faut pas non plus trop avoir peur de ces marchés-là. Après, ça nécessite plus de trésorerie. Donc en fait, c'est pas que c'est plus difficile, c'est juste que ça coûte plus cher et du coup, tout le monde ne peut pas se le permettre en fait. Mais moi, je conseille de travailler sur le marché dont on maîtrise la langue, le marché dont on connaît le mieux. Donc je pense que l'audience, ça sera le marché français en principal. Mais sinon, voilà, le marché italien, le marché français, le marché... tous les marchés qui nécessitent pas des PSP compliqués, parce que à chaque fois, quand je vois des personnes s'aventurer au Brésil, en Pologne, il y a tout le temps des problèmes de PSP, c'est une perte de temps. Voilà, des marchés avec des PSP simples qu'on a à disposition, des marchés qu'on maîtrise, et après aller sur ces marchés un peu plus compliqués. Ok, ça marche. Et du coup, bah, dernière question donc, que j'ai envie d'évoquer avec toi, c'est essayer de voir un peu ta vision sur le e-commerce dans les 5 à 10 prochaines années. Comment tu vois l'évolution pour quelqu'un qui commence à comprendre ou à apprendre un peu le e-commerce aujourd'hui? Comment tu vois ce business se développer dans les prochaines années? Est-ce que tu vois une grosse évolution, des changements? Comment tu vois la chose? Alors, pour moi, c'est imprédictible. Je suis en incapacité de dire à quoi va ressembler l'e-com dans 5 ou 10 ans, même dans 2 ans. Moi, personnellement, qu'est-ce que je peux répondre à ça? L'e-commerce, c'est une excellente opportunité actuellement, en 2025. Pour moi, ça a jamais été aussi facile d'accès et ça a jamais été aussi facile de chiffrer en e-commerce qu'actuellement. Après, voilà, ça nécessite de l'effort, du temps, mais c'est tout à fait réalisable. Pour moi, c'est une opportunité incroyable. Est-ce que ça va exister dans 2, 3, 4 ans? Sûrement. L'e-commerce, ça va exister, c'est sûr à 100%. Mais est-ce que ça sera tout aussi accessible pour des personnes qui ont des faibles trésoreries? Je ne sais pas. On l'a vu, il peut y avoir mille et un facteurs. On a vu avec la géopolitique, avec Trump, avec la Chine, les tarifs. Ça reste un business qui est relativement fragile. On fait des marges qui sont relativement faibles, hein. On parle de 20-30% sur de la géopolitique, sur de la hausse des CPM sur Facebook, sur la hausse de la logistique en Chine. Ça peut vite s'effriter. Donc, moi personnellement, je suis de nature un peu précautionneuse. Je conseillerais à tout le monde de s'activer. Là, il y a une super opportunité, il y a des portes ouvertes. Elles seront ouvertes en 2026, 2027, 2028, je ne sais pas. En tout cas, ça va toujours exister l'e-commerce, c'est plutôt les barrières à l'entrée seront peut-être beaucoup plus élevées. Dans ce cas-là, je donnerais à tout le monde comme conseil de passer vite à l'action pour pas que ça se ferme devant vous, cette porte. Ou alors, au contraire, grâce aux IA, grâce aux opportunités, il y aura encore plus de facilité à lancer et à faire de l'argent en e-com. Mais moi, je préfère tout le temps prendre le worst case scénario et agir en fonction de ça, quoi. Donc, moi, je dirais 2025, super opportunité. 2026-2027, les portes peuvent se fermer pour les petits budgets. Ouais, moi j'ai l'impression que les forts seront encore plus forts dans 3, 4, 5 ans. Mais par contre, les débutants vont plus galérer parce que c'est vrai que même s'il y a l'arrivée de l'IA, etc., ça sera disponible un peu pour tout le monde. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que l'écart va se creuser entre les mecs qui sont déjà là et les autres qui vont arriver, tu vois. Ouais, enfin tu le vois, ça se joue à pas grand-chose, hein, ça se joue à pas grand-chose et du coup, moi voilà, je me dis il y a une opportunité, il faut la saisir. Est-ce qu'en 2026-2027 ça sera tout aussi viable? Peut-être, peut-être pas. Moi je préfère prendre le worst case scénario et de me dire bon, il y a une opportunité maintenant. Si je m'active dans 6 mois, je peux changer drastiquement ma vie. Voilà, mon conseil c'est de passer à l'action parce que l'avenir est incertain en fait, personne ne peut le prédire. De toute façon, je pense que dans toute l'histoire, ça doit être comme ça à chaque fois, en fait. Il faut profiter de l'opportunité maintenant, pas laisser passer les trains et ainsi de suite, c'est à C'est chaque fois, ça, quoi. c'est ça. Après, bon, est-ce que si dans 2 ans c'est beaucoup plus facile parce que les IA, elles mâchent le travail et le marché il s'agrandit en com, bon, tant mieux, j'ai envie de te dire. Et je me permets de dire ça parce qu'on l'a vu avec les tarifs. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été mis à mal par ça. On a aussi vu la hausse des coûts de logistique comparé à il y a 2 ans. En fait, il y a quand même des petits signaux qui montrent que c'est viable, mais les barrières à l'entrée sont de plus en plus complexes parce qu'il faut faire de plus en plus son contenu soi-même, lancer de plus en plus de créatives. Euh, Peut-être qu'un jour, il faudra plus de 5 000 € pour se lancer, mais de 50 000 euros. Mm. Ah ouais, non, je suis 100% d'accord.
Après, voilà, je suis de nature quand même optimiste. Je me dis, je prends le worst case scénario, mais il y aura tout le temps un moyen et tout. Mais au plus, enfin, autant se lancer maintenant. Là, tous les feux sont verts pour se lancer. Si on se lance pas maintenant, c'est dommage. Bon bah voilà les amis, là vous avez eu le fin mot, le fin mot de la part de Kael. Lancez-vous, prenez les risques entre guillemets, mais faites ça intelligemment. C'est vraiment l'objectif de ce qu'on essaie de vous partager et même de ce que j'essaie de moi de vous partager aussi sur la chaîne. C'est que il faut faire des choses, mais il faut pas faire les choses bêtement. Prenez mon cas, j'ai fait des erreurs, j'ai perdu 4 à 5 000 euros dès mes débuts. Pour beaucoup, ça aurait pu être un point de non-retour. Moi, j'ai la chance d'être chez mes parents, donc d'avoir eu un peu cette protection. Quittez pas tout pour vous lancer, mais apprenez, soyez concentrés, soyez intelligents, recherchez, soyez curieux aussi. Kyle, il a expliqué, il faut voir un peu ce qui se passe dans le marché parce qu'en comprenant toutes ces choses-là, vous allez avoir des taux de réussite beaucoup plus élevés. Donc ne soyez pas juste bête et discipliné à regarder une formation, faire de la recherche produit sur un outil et puis essayer de trouver le dernier winner, mais essayez de comprendre. Et si vous comprenez, vous prenez un peu de recul, c'est là où vraiment vous allez exploser. Donc prenez cette vague e-commerce dès maintenant, arrêtez de remettre les choses à demain et allez-y, vous n'avez pas grand-chose à perdre et tout à gagner en vous lançant dès maintenant. 100%, 100%. Bah écoute Kael, merci beaucoup. Est-ce que tu veux rediriger l'audience sur quelques liens? Dis-moi tout, je mettrai tout en commentaire de toute façon. Ouais, 100%. Bah, du coup, là où vous pouvez me retrouver, c'est sur ma chaîne YouTube. Donc, je fais beaucoup de contenu. Je fais 2 vidéos par semaine actuellement. J'essaye vraiment de donner de la vraie value basée sur de la data. J'essaie de vous apprendre des choses pour que vous pouvez réussir à votre tour. Tu peux mettre ma chaîne YouTube. Je vous invite là-bas. Sinon, si vous voulez me suivre, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, sur X. Donc là, je fais aussi beaucoup de contenu. Je fais des threads value. J'essaie de commenter, de répondre à chacun. Donc vous pouvez vous abonner pour voir le contenu. Donc ça va être les deux principales plateformes où vous pouvez me suivre. Et si vous voulez aussi, j'ai Instagram. Je poste un peu moins dessus, mais je vais peut-être poster de plus en plus de value là-dessus. Donc si vous voulez vraiment consommer de mon contenu, abonnez-vous sur les trois. Mais sinon, c'est vraiment YouTube, Twitter et Instagram. Ok, bah parfait. De toute façon, les amis, vous aurez tous les liens dans la description juste en dessous. Moi, je vous invite à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je pourrais essayer de refaire ce genre de concept peut-être avec d'autres personnes. E-commerce et même parfois, ça peut être intéressant aussi d'avoir d'autres business. Donc, dites-moi un petit peu tout ce que vous voudriez voir. Comme ça, on essaiera de mettre ça en place. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like. Kael, merci beaucoup pour ta participation. Merci à Et vous. puis, à bientôt, les amis, hein. Ciao, ciao!